et saucisson Henri Raffin. Charcuterie familiale depuis 1937. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 19-20. Au sommaire de l'actualité régionale, ce soir, la mobilisation des agriculteurs en Rhône-Alpes. Ils contestent les prix d'achat du lait et de la viande, trop bas. Nous verrons que dans le Vercors, une coopérative s'en sort plutôt bien, elle, grâce à un remède, les circuits courts. La conduite sur neige, une activité proposée dans plusieurs stations de ski dans les Alpes. Exemple à Champs-Rousses, en Isère, où l'on apprend les bons réflexes au volant sur le bitume verglacé. Et puis nous ouvrirons le premier volet de notre série de la semaine en immersion à La Rosière, petite station familiale de Haute-Tarentaise, ouverte sur l'Italie et qui a plus d'un atout pour séduire les vacanciers, vous verrez. À 19h30, vous avez rendez-vous avec Carole Gessler pour l'édition nationale et un principal titre à la une, alerte aux produits d'hygiène pour les bébés. Une nouvelle étude montre la présence de produits chimiques allergènes et potentiellement dangereux. Des efforts ont été faits, mais pas suffisamment sur les lingettes et les lotions. Les agriculteurs, une fois de plus, mobilisés en Rhône-Alpes depuis hier soir. Dans l'Ain, ils bloquent 3 plateformes de grande distribution pour dénoncer la politique des prix bas pratiquée par les grandes enseignes. Reportage à Saint-Vulbas, où se sont joints des éleveurs venus de toutes les Alpes. Béatrice Tardy, Benjamin Métral. Ils ont dormi dans le foin de leur bétaillère pour éviter d'être un jour véritablement sur la paille. Et cette nuit, ils remettent ça. Ce sont des dizaines d'agriculteurs qui se relaient pour bloquer cette plateforme logistique du groupe Carrefour. Aucun camion ne doit sortir ni entrer. Je devais livrer, mais là du coup on peut pas quoi, c'est bloqué. Du coup on va aller voir au poste de garde pour se faire quand même tamponner les papiers. Un huissier constate formellement le blocage. C'est un transporteur qui l'a mandaté, inquiet face à ce mouvement qui risque de durer. Les conducteurs commencent à m'appeler en me demandant comment ils vont faire pour être payés, etc. etc. Donc bon, on préfère anticiper un petit peu la situation et prendre les devants. Les agriculteurs, eux, se moquent bien des conséquences de leurs gestes, tant ils se battent au quotidien pour sortir la tête de l'eau. La plupart d'entre eux ont diversifié leur production, mais ça ne suffit pas. Cet agriculteur a 3 associés et leur ferme pourrait bien vite boiter. Nous, aujourd'hui, une exploitation comme la nôtre, 120 vaches laitières, 2500 litres de produits par jour. C'est 100 € tous les matins quand on se lève. On sait qu'il manque 100 € pour couvrir les charges, et pas pour nous rémunérer. On ne compte plus les paysans qui aujourd'hui empruntent aux banques pour se dégager un salaire. Ce jeune travaille avec son père qui lui déconseille de prendre sa suite. Votre père vous en parle comment? Bah oui, mon père m'en parle. Qui dit ça fait 2-3 ans qu'il n'arrive pas à se verser ses salaires ou des fois il arrive à s'en verser un petit peu. Ça. Puis moi, en tant qu'ouvrier, ils essayent de me verser un salaire, mais c'est pas facile tous les mois non plus. Producteurs de lait, de bœuf, de porc, ils ne demandent qu'une chose, nourrir la planète sans gaver la grande distribution. Il faut que la grande distribution et les industriels deviennent des partenaires de l'agriculture et non pas, comme aujourd'hui le système fait, qu'ils prennent toute la marge et au final, que nous, on n'ait rien. Le groupe Carrefour n'a pas répondu à nos sollicitations. Intermarché et Système U ont également 2 plateformes bloquées dans l'Ain. Comme ailleurs, les agriculteurs sont prêts à se relayer pendant 28 jours pour obtenir un accord satisfaisant. Et ce soir, c'est la plateforme de distribution de Saint-Quentin-Falavier dans l'Isère qui est à son tour bloquée pour une durée indéterminée. Objectif, empêcher l'approvisionnement des grandes surfaces en produits frais pour faire pression sur les négociations. L'Isère, où la baisse du prix du lait fragilise aussi la plupart des exploitations face à la grande distribution qui achète 80% de leur production. Les agriculteurs ne font pas le poids. Et pourtant, certains résistent et s'en sortent. Exemple à Villard-de-Lans avec la coopérative Vercors-Lait. Tiffaine Honoré, Vincent Abran. Lui n'a pas choisi de manifester ce matin devant les grandes surfaces. Paul Faure vient même d'investir 200 000 € pour agrandir sa ferme. Si cet agriculteur s'en sort, c'est qu'il s'est regroupé avec 60 autres producteurs du Vercors il y a maintenant 13 ans. On a décidé en 2003 de prendre notre destinée en main, les producteurs de lait du Vercors. On a décidé de faire de la gestion directe. Donc on a repris la laiterie à un groupe qu'on a racheté en 2003. C'était un peu une première même
qu'une petite coop rachète à un gros groupe une laiterie. Et donc aujourd'hui, nous, on gère de A à Z de la production à la commercialisation du produit fini. Une alliance de raisons pour être plus résistant. En mutualisant les outils et en misant sur la qualité, son lait est aujourd'hui vendu 385 € la tonne contre 315 dans le reste du département. Une fois collecté, il est ensuite transformé dans cette laiterie en fromage AOP. Une dénomination exigeante, les vaches doivent être au pâturage la moitié de l'année et le fromage affiné pendant 21 jours. Toutes les étapes sont faites de façon manuelle, le moulage, les retournements, le salage, la mise sur grille, le piquage. Avec ce fromage, cette fabrication de fromage, on valorise mieux le lait. Toute la clé du problème est là, à l'heure actuelle, c'est pouvoir fabriquer et pouvoir vendre un produit à base de lait. L'autre clé de la réussite, c'est de diversifier sa clientèle. 20% de ventes directes, 30% aux grossistes, 20% à la grande distribution ou encore 15% aux collectivités. La coopérative ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Les 600 tonnes de fromage AOP qui sortent d'ici chaque année alimentent des marchés de niche et avec 3 magasins font le bonheur de milliers de touristes. On cherche la qualité, du coup d'avoir des produits du terroir, c'est plus intéressant pour nous. On le fait aussi quand on est chez nous, donc du coup pourquoi pas ici. Pas de solution miracle pour sortir de la crise du lait, mais ces acteurs ont pris les devants pour être moins dépendants des centrales d'achat qui dictent souvent les prix. Une nouvelle victime d'avalanche aujourd'hui sur un secteur hors piste de Bonneval-sur-Arc en Savoie. L'homme, un Danois d'une trentaine d'années, a été enseveli sous 1,20 m de neige durant une trentaine de minutes. Miraculé, il a été dégagé à temps par ses comparses qui ont pu le réchauffer. Il a été transféré vers l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne. Et puis un éboulement hors de prix pour la petite commune de Haute-Cour, près de Moutier, en Tarentaise. Le 7 avril dernier, des commerces et une voie ferrée ont été endommagés par l'effondrement d'une falaise. Et aujourd'hui, la SNCF réclame au maire plus d'1 million d'euros de préjudice. Xavier Schmitt, Frédéric Pasquette. Haute-Cour, 320 habitants, un village savoyard bien tranquille. Jusqu'à la réception du courrier de la SNCF. Elle réclame 1 million d'euros à la commune. Elle la tient pour responsable d'un éboulement survenu sur la voie ferrée. Une expertise a été réalisée avec le tribunal administratif. Une bien mauvaise surprise pour le maire. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'effectivement la commune de Haute-Cour soit mise en cause et que c'est 1 million d'euros, ou plus d'1 million d'euros qui soit demandé à notre commune. Je n'ai jamais été associé à toutes les expertises qui ont eu lieu. Les maires et mes collègues maires des communes voisines de Moutier et de Saint-Marcel, eux l'ont été aux côtés des services de l'État et de la SNCF et des experts. Et Haute-Cour, c'est la surprise. C'est ici, à 450 mètres du sol, que s'est détachée une partie de la falaise les 7 et 8 avril 2015. En contrebas, d'énormes rochers ont gravement endommagé la voie ferrée et la zone d'activité située sur la commune de Moutier. La ligne SNCF a été arrêtée pendant 5 mois pour être réparée et sécurisée. Et les entreprises ont dû déménager définitivement. Le maire de Haute-Cour craint d'autres éboulements. Vous voyez la montagne derrière moi. Je ne suis pas certain, et je ne le souhaite pas, que ça ne puisse pas retomber dans quelques jours, dans 6 mois ou dans quelques années. La ligne ferroviaire est très sensible. Elle dessert plusieurs grandes stations de ski. Contactée par téléphone, la SNCF précise que c'est à l'assureur de la commune d'assumer le préjudice. Autre espoir pour Haute-Cour, elle peut bénéficier de l'état de catastrophe naturelle. La prison de Saint-Quentin-Falavier sous pression en Isère. Une nouvelle alerte à prendre au sérieux après l'agression d'un gradé ce matin. Les syndicats dénoncent un sous-effectif des gardiens. Article à découvrir sur notre site alpes.france3.fr. À Domaine, dans le sud Isère, l'association Cheval Mon Ami, qui accueille des chevaux malades ou en fin de vie depuis 24 ans, ne sait plus comment s'en sortir. Manque d'argent, de subventions et de partenaires. Elle se heurte aussi à un problème de terrain inadapté et lance un véritable cri d'alarme. Cédric Le Poitvin, Didier Albrand. Depuis 24 ans, j'en ai sauvé des chevaux. Maintenant, c'est ceux qui me restent les derniers. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout, mais quel bout, j'en sais rien.
Marie-Ange ne sait plus quoi faire. Il y a 24 ans, lorsqu'elle a créé l'association Cheval Mon Ami, elle avait pour projet de sauver les équidés un peu fatigués et voués à l'abattoir. Une façon de faire profiter les passionnés de chevaux qui ne pouvaient pas s'en offrir un en les parrainant. Mais à la longue, le projet n'a pas pris la tournure espérée. Au fil du temps, nos chevaux sont devenus vieux. Donc maintenant, ils sont immontables, ils sont devenus vieux. On a quoi, 4-5 chevaux de montables, c'est tout ce que l'on a. Et tout le reste, c'est pas possible. Donc les gens sont plus intéressés par des chevaux non montables. Plus rien. Donc c'est pour ça qu'on connaît, pour nous en ce moment c'est la crise. Depuis, Marie-Ange doit se débrouiller seule. Armée de bonnes paires de gants et de bottes, elle nettoie quotidiennement son terrain. Les adhérents de l'association ont déserté, les propriétaires des chevaux l'ont abandonnée. Et les subventions qu'elle percevait du conseil général ont-elles été interrompues. Elle doit pourtant payer le foin et les frais vétérinaires et retaper son terrain. Mais Marie-Ange n'a plus l'argent ni l'énergie. On a vraiment un handicap, le terrain. Le terrain est tellement merdique. Si notre terrain était plus praticable, si on avait moins de boue, je pense qu'on aurait beaucoup plus de personnes. Et à ce moment-là, j'aurais peut-être moins de soucis d'argent parce que les gens viendraient pour sortir les chevaux, pour nous payer une adhésion, même peut-être plus, je ne sais pas. Cerise sur le gâteau, ce terrain jusque-là gracieusement prêté par une société devrait être vendu. La présidente de l'association s'en remet à la générosité de tous. En attendant, elle poursuit son travail dans la boue avec l'aide de ses quelques bénévoles. Les techniciens du commissariat d'Annecy étaient encore sur place aujourd'hui après l'incendie d'une agence d'un constructeur de maisons individuelles d'Annecy. Ils recherchent des éléments pour confirmer l'origine criminelle de l'incendie et des flammes. La porte principale du promoteur immobilier a été forcée et à l'intérieur, 3 départs de feu ont été identifiés. Ailleurs, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, la tempête a soufflé fort ce week-end à Superbès, dans le Puy-de-Dôme. Les bourrasques de vent ont emporté 300 mètres carrés du toit d'un chalet-résidence. Les 90 occupants ont dû être relogés. Julien Privat, Maurice Tuka. Il neige à l'intérieur des appartements. Depuis samedi après-midi, le bâtiment n'est plus protégé des intempéries. Peu à peu, l'humidité gagne l'ensemble de la structure. Systématiquement, comme c'est du plâtre qui est, c'est du torchis, ça filtre et ça descend. Donc c'est là que si on n'intervient pas, ça va détruire un maximum de choses, quoi. Une toiture éventrée comme une boîte de conserve. Les rafales atteignant ce week-end plus de 130 km/h ont emporté 300 mètres carrés de tôle. Effectivement, le vent a tout poussé de l'autre côté. Et ici, à la place du parking, il y avait des voitures, des gens qui étaient là et qui attendaient donc de prendre possession de leur appartement. Donc on a eu une grande chance, on a vite fait évacuer les gens dans le parking, couvert. Avant la saison, des travaux ont été effectués sur la toiture. Ça fait 5 ans qu'on remet en état, petit à petit, au fur et à mesure. Et là, on était à peu près bien. Bien malgré les nombreuses malfaçons recensées dans ces bâtiments récents, construits en 2009, le promoteur est d'ailleurs en procès avec le cabinet d'architectes qui les a conçus. Adapter la conduite sur une route enneigée, c'est une activité que proposent plusieurs stations des Alpes aux touristes en vacances. En quelques heures de circuit sur glace, on peut apprendre à s'adapter aux conditions de glisse et surtout à bannir les mauvais réflexes. Reportage à Champs-Rousse, Aurore Trespeux, Franck Seroni. Mon pied droit, il est sur la pédale d'accélérateur, mon regard est projeté dans la direction dans laquelle je veux aller. Braquer, contre-braquer, accélérer, freiner, conduire sur la neige, c'est compliqué. Aujourd'hui, parmi les 8 stagiaires, une seule femme, Sophie, venue d'Arles pour l'occasion. Donc on maintient l'accélérateur dans le virage et on contre-braque. Et si vraiment on perd le contrôle, on débraye, on freine. Jusqu'à arrêt complet de la voiture. Sophie adore conduire. Ce stage, c'est le cadeau de Noël que lui a offert son mari. Attention à la position des mains, tu vois. Ouais, je sais bien que je fais n'importe quoi. Je sais bien. Sophie est un peu inquiète pendant le premier exercice. Au programme, la prise en main du véhicule, ponctuée d'accélération. Heure après heure, la jeune femme prend de l'assurance. Comment tu sens ta voiture? Est-ce que tu la sens bouger un petit peu de l'arrière? Oui, je la sens un petit peu bouger. Voilà. Très bien, ça a juste décroché un petit peu ce qu'il faut pour se rendre compte, sans avoir peur non plus. C'était juste ce qu'il fallait là pour démarrer. Du coup, un peu plus sereine pour les prochaines étapes? Oui. Moins stressée, pas plus sereine. Voilà, l'arrière s'engage, on contre-braque et on reprend l'accélérateur. Sophie a d'autant plus de mérite qu'elle habite en Provence.
Et la neige, ça change tout, même pour les meilleurs pilotes. On maintient. Okay. Elles se débrouillent plutôt bien. On leur a dit, le but sur des surfaces à faible adhérence, c'est d'être très délicat. On a aussi un avantage avec la jante féminine, c'est qu'elles sont naturellement plus douces. Donc elle s'en sort très très bien, Sophie. Elle s'en sort tellement bien qu'elle n'est pas prête d'arrêter. Après 1 heure de théorie et 3 heures de pratique, Sophie ne veut plus lâcher le volant. Enfin, le cocorico qu'on attendait pour le ski alpin tricolore féminin. Après 2 saisons de disette, Nastasia Noens est de retour sur le podium de la Coupe du Monde. La niçoise s'est classée 2e du slalom de Crans-Montana en Suisse cet après-midi. Et c'est l'américaine Mikaela Shiffrin qui remporte l'épreuve, signant son grand retour après 2 mois d'absence pour une blessure au genou. Le deuxième tiers, pour l'instant, c'est bien skié, c'est du beau ski, c'est précis. Alors évidemment... Alors que les vacances battent leur plein dans les Alpes, notre série de la semaine vous emmène à La Rosière, en Haute-Tarentaise, où Denis Vignaud-Duguet et Didier Albrand se sont immergés durant une semaine pour vous faire découvrir l'esprit village et familial de cette petite station ouverte sur l'Italie voisine. La Rosière, c'est l'espace San Bernardo, un domaine skiable franco-italien de 160 km qui permet d'évoluer entre cette petite station française et celle de la Tuile dans le Val d'Aoste en Italie. Les fronts de neige offrent un panorama à couper le souffle sur le Mont Blanc et les Grandes Jorasses, à condition bien sûr que le ciel soit dégagé. Car ici, il neige souvent et en abondance. Perché à 1850 mètres d'altitude, La Rosière, c'est enfin un village qui a su garder son âme. Elle est portée par une population locale donc, qui vit là à l'année, ce qui permet aussi d'avoir ce lien avec les vacanciers, des gens qui vont venir une année, qui vont revenir, qui vont voir les mêmes têtes, en fait, les mêmes personnes. Cet aspect un peu familial en fait, qui fait la force aussi de la station. Car ici, c'est le paradis de la famille. Les activités s'adressent aux grands comme aux petits et tout le monde retrouve son âme d'enfant. Une ambiance voulue et entretenue soigneusement dès l'arrivée des touristes. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? À peine le temps de poser ses valises que la fête commence. Un accueil qui se déroule sur le front de neige. Un véritable show savamment mis en scène par l'équipe d'animation. Faciliter le pivotement des skis. Ce qui se passe dans la tête d'un responsable, c'est d'essayer de leur faire vivre une expérience unique, que quand ils viennent à la montagne, ils repartent avec des souvenirs. Le but, c'est vraiment que les gens se retrouvent en famille. Des fois, ils n'ont pas le temps, pris par leur vie professionnelle, et c'est le moment où ils se retrouvent. Nous, on est là pour ça. Et ce soir, malgré la neige qui tombe en abondance, les nouveaux venus sont invités à participer à une descente au flambeau. Ils sont plus de 150 à s'élancer ainsi en compagnie des moniteurs. Une nouveauté et même un véritable événement pour beaucoup d'entre eux, comme par exemple Nathan et Sarah, tout juste arrivés d'Alsace. Au départ, on est monté en tire-fesse, puis après on est descendu au bout. Les animateurs ont commencé à allumer leur flambeau et puis on a commencé à descendre. Ça fait bizarre parce que c'est la première fois, donc tu te dis où sont les pistes, enfin tu sais pas s'il y a des bosses ou pas. Et comme toujours en station, la fête s'achève par la dégustation d'une boisson chaude à consommer avec modération. Mais pour les habitués, la soirée n'est pas finie. Si dehors il gèle, ici Lionel et son accordéon mettent le feu dans un endroit où tout le monde se connaît. Billy, Lionel, Renaud, Estelle, Cathy, Jean-Louis et moi. Mais vous êtes savoyarde? Non, du Loiret. Car La Rosière, c'est aussi cela, des familles qui au fil du temps deviennent des habitués et parfois même des amis. Voilà, deuxième volet demain avec l'art de conduire les dameuses à La Rosière. Retour en Isère, à Grenoble précisément, où se cache une véritable caverne d'Ali Baba. Il s'agit d'un vieux hangar dans lequel sont stockés des centaines d'ordinateurs, des vieilles bécanes historiques qui remontent jusqu'aux années 1950, collectées et sauvegardées depuis 30 ans par une bande de passionnés. Aurore Trespeux, Gilles Néret. En faisant votre marché, vous êtes sans doute passé devant sans le remarquer.
Pourtant, Aconit, un véritable conservatoire de l'informatique, recèle bien des trésors. Donc avec ça, par exemple, on pouvait programmer avec différents tableaux, différentes connexions. Donc un peu comme quand vous posiez une équation, si vous voulez. Et ensuite, on vérifiait si les données correspondaient bien, les résultats. Et le résultat était donné par cet écran où l'aiguille vous disait c'est faux ou c'est juste. SEA-OME P2, Bull Gamma 3, Telefunken TR4, des monuments historiques, au total 2500 machines, dans 900 mètres carrés seulement, toutes données par des entreprises ou des particuliers. Aconit reçoit chaque semaine 2 ou 3 ordinateurs qu'elle est désormais obligée de refuser. Nous sommes amenés à orienter ces dons puisque nous ne pouvons plus les accueillir faute de place. Mais s'il y a vraiment une pièce essentielle à la compréhension de l'histoire de l'informatique, eh bien on déménage telle machine, on pousse telle autre pour lui faire une place. Le manque de place, le froid, l'humidité, Aconit en appelle aujourd'hui au pouvoir public, mairies, métros, départements, régions, pour protéger ce patrimoine contemporain unique en France, l'un des plus riches d'Europe. Allez, on part à Genève, en Suisse, où l'opéra traditionnel est en travaux pour 3 ans. Alors, tous les spectacles ont été déplacés vers un nouvel espace scénique ultramoderne et tout en bois. Une véritable révolution pour les artistes. Ingrid Pernet-Duparc, Anne Ployard. C'est le grand soir, la première des premières, pour cet opéra de Handel livré sur un plateau, tout beau. Une grande aventure en plusieurs actes et centaines d'acteurs croisés dans la fosse, dans les loges et dans les coulisses. J'aime beaucoup, ça sent le bois, il y a une bonne odeur, une belle lumière, ça me plaît, ça me plaît. Le Grand Théâtre était devenu quand même sombre, vieux quoi, un peu hanté comme ça, on dirait. Il y a beaucoup d'années qui ont passé et oui, moi je trouve que ça sent cette odeur de vieux bâtiments, mais qui est plein de secrets, plein de gens célèbres qui ont passé et qui ont marqué. Les voilà tous réunis dans ce nouvel opéra des nations, ancien théâtre éphémère de la Comédie Française, adapté à Genève, une sorte de cocon de bois. Ah, ça résonne bien, là. Le bois, c'est chaleureux. Le bois, c'est chaleureux, c'est un peu velouté. Pourquoi ? Parce que les pores restent ouverts, donc ça absorbe un tout petit peu les hautes fréquences, ça rend le son plus rond. Il y a 3 éléments sur chariot, les démonte pour les récupérer. Ici, la poésie s'entend et la magie s'écoute. Pendant que l'accessoiriste tente de dompter l'ours, Lorena l'habilleuse joue les guides. Mais voilà qu'ils vont passer à table, le dîner est prêt. Au menu, toi toi toi, la gourmandise préférée des gourmets, les soirs de première. Je vous rappelle enfin le premier titre développé dans cette édition des Alpes, les agriculteurs en colère contre les prix trop bas. Ils bloquent l'accès à 4 plateformes de grande distribution depuis hier soir, celle de Saint-Vulbas dans l'Ain et celle de Saint-Quentin-Falavier depuis ce soir dans le Nord-Isère. Dans le Vercors, une coopérative d'éleveurs-producteurs s'en sort un peu mieux depuis quelques années grâce au circuit court. Prochain rendez-vous avec l'actualité des Alpes, le Soir 3 Alpes vers 23h. Je vous donne rendez-vous demain à 12h et à 19h. Excellente soirée.